C'est la dernière partie de cette matinée prospective consacrée à l'évolution démographique à l'horizon 2050 et aux enjeux de santé et de sécurité au travail. Nous avons entendu beaucoup de choses ce matin et nous allons maintenant en discuter avec ceux qui m'ont rejoint. Alors, je vais vous les présenter en commençant par Serge Volkoff, qui est présenté alors sur le site de France Inter. Je suis allée faire un petit tour parce que vous intervenez souvent à la radio, comme celui qui fait parler les chiffres, les horaires, les accidents, les maladies, la longévité. Vous avez consacré votre vie à la relation âge, travail et santé. Vous avez mené de nombreuses enquêtes auprès des travailleurs. Vous êtes à la fois statisticien et ergonome. Permettez-moi de prendre un petit peu de temps pour présenter ce que vous avez fait dans votre vie. C'est à vous qu'on doit le système statistique sur les conditions de travail et de santé du ministère du Travail, des outils qui sont encore d'ailleurs fonctionnels aujourd'hui. Vous avez cofondé et dirigé pendant près de 20 ans le Centre de recherche sur l'expérience d'âge et les populations au travail, le CREAPT. On a entendu il y a un instant Céline Mardon, qui nous disait d'ailleurs pendant la pause que vous lui aviez appris à faire les PowerPoints, comme quoi la transmission, ça fonctionne également. Vous avez écrit de très nombreux livres, il y a 10 ans maintenant, Les conditions de travail, le travail avant la retraite, conditions de travail et soutenabilité, et puis un livre plus récent, dont nous parlerons, je l'espère en tout cas dans cette discussion, c'est Le travail pressé, un livre édité au Petit Matin que vous avez sorti en 2022. Vous faites partie du Conseil d'orientation des retraites, en tout cas jusqu'à l'année dernière. Voilà, c'est tout frais. Et donc, nous allons profiter, merci en tout cas d'être là, de votre éclairage sur ces questions que vous connaissez parfaitement. À mes côtés, Mélina Lebarbier. Madame Lebarbier, bonjour, directrice adjointe de la direction santé, environnement, travail au sein de Santé publique France. Vous avez une double culture en santé, environnement et santé travail. Vous êtes membre de la commission spécialisée risque environnement du Haut Conseil de santé publique, membre de la commission spécialisée numéro 4. Bon, je ne sais pas bien à quoi correspond ce chiffre du Conseil, voilà, du Conseil national d'orientation des conditions de travail et membre du Conseil d'administration de la Société française de santé au travail. Erwan Poumerouli. Alors, je vous découvre en même temps, hein, on s'est parlé, mais je vous découvre de visu. Vous êtes le responsable des affaires juridiques et sociales de la FNTR. La FNTR, c'est la Fédération nationale des transporteurs routiers, qui est la première organisation, mais pas la seule, professionnelle de la branche transport et logistique. Depuis plusieurs années, vous êtes fortement engagé dans les travaux de la Fédération en matière de santé, de sécurité au travail et d'amélioration des conditions de travail. C'est un grand plaisir de recevoir Abderrafik Zegouch. Vous êtes responsable santé-travail à l'Union régionale Île-de-France de la CGT. Vous faites partie de nombreuses instances, alors je ne vais pas toutes les citer. Celle qui nous intéresse, c'est l'INRS. Vous êtes OCA de l'INRS. Vous faites partie également du comité consultatif santé-sécurité au travail auprès de la Commission européenne, de l'agence de Bilbao. Alors je vous ai demandé de m'expliquer ce que c'était. Vous m'avez dit c'est en quelque sorte l'INRS au niveau européen. On pourra préciser tout cela. Et puis le docteur Hervé Baudeloc, qui est notre dernier intervenant. Vous êtes médecin du travail depuis plus de 20 ans. Vous vous êtes forgé une solide expertise comme directeur médical au sein de grandes entreprises. Alors je vais citer Renault, Schneider Electric, BASF ou EDF. Vous êtes aujourd'hui directeur médical et prévention déficience santé au travail. C'est un service de santé au travail interentreprise. Sur l'Île-de-France, c'est combien d'entreprises ? Alors c'est à peu près 17 000 entreprises et c'est 300 000 salariés suivis. Vous avez tous lu avec attention. Il va y avoir devoir surveiller le document de l'INRS. On va commencer avec vous, Serge Volkoff. Qu'est-ce que vous en avez pensé de ce document ? J'étais très emballé, très emballé. Je l'ai dit aux auteurs tout à l'heure d'ailleurs, parce que l'exercice n'est pas simple et je trouve que vraiment il y a eu un souci à la fois de cohérence, d'imagination, de concertation collective. On sent qu'il y a divers points de vue et qu'il y a une recherche, voilà. Et ce système de scénario avec le scénario blanc, scénario noir, mais très très accroché à toute une série de caractéristiques, sans enfermer les questions de santé, sécurité du travail sur elles-mêmes. Et c'est très très accroché, vous l'avez vu depuis le début de la matinée, à des enjeux politiques, sociaux, économiques, internationaux. Et c'est tout à fait précieux. Je crois que ça vaut le coup d'avoir cette dimension-là. On en a grand besoin. Vous avez relevé 3 idées assez transversales. On va les prendre, si vous le voulez, les unes après les autres et puis en discuter tous ensemble. La première, c'est la question des maladies. Alors c'est vrai que ça semble assez logique, c'est-à-dire qu'avec l'âge, statistiquement, les maladies augmentent. C'est cela que vous avez relevé ? Alors pas uniquement. Pas seulement. Ouais. Voilà. Alors ça, c'est exact. C'est-à-dire que les troubles de santé dans leur ensemble
à part les maladies infantiles, sont indexées sur l'âge, comme on dit, c'est-à-dire progressent en fréquence au fil de l'âge. Mais la question des ALD est très intéressante parce qu'elle a été évoquée à plusieurs reprises, elle est beaucoup dans le rapport, il en a été pas mal question depuis le début de la matinée. Et ce que l'on constate par exemple, qui attire l'œil, c'est que les ALD cancer n'ont pas de variation selon le niveau de revenu. C'est vrai, ça nous a tous frappés. Et Julie Rochus l'a commenté de manière très juste en disant ce sont des ALD. Et donc c'est pas la même chose que ni la prévalence des cancers, ni par exemple la mortalité par cancer. Où là on retrouve des écarts sociaux. Alors qu'est-ce qui se passe? Alors il y aurait besoin peut-être de vérifier en détail ce qu'il y a là derrière, mais ce qui se passe très probablement, c'est que il y a des effets inattendus des progrès de la médecine. C'est-à-dire que les progrès de la médecine jouent un rôle dans le fait que des personnes avec des maladies graves, qui il y a encore 20 ans ou 30 ans en arrière auraient été peut-être décédées, ou en tout cas hors complètement de la vie professionnelle et n'essayant plus d'y revenir, maintenant ils reviennent, et ils reviennent après des dépistages d'autant plus précoces que la catégorie sociale est élevée, ça c'est ce qu'elle a dit, et donc ça fait des périodes assez longues pendant lesquelles on sait que on a une pathologie préoccupante, on la soigne, éventuellement on tient le coup, on peut reprendre une vie professionnelle, voilà. Simplement, c'est pas une vie professionnelle exactement au même titre, dans les mêmes conditions que d'autres personnes. C'est-à-dire que il peut y avoir un peu d'absence, une analyse médicale par-ci, un traitement par-là, voilà, un protocole de suivi, des effets secondaires des médicaments, etc. Enfin, je parle sous le contrôle de plus spécialistes que moi autour de cette table. Voilà. Et donc ça, probablement, ça demande à être anticipé. C'est-à-dire, d'une certaine manière, c'est une bonne nouvelle, parce que, voilà, il serait probablement pire que ces personnes soient systématiquement exclues, ou encore pire, décédées, mais ça demande de savoir en tenir compte dans l'aménagement des moyens de travail, la gestion des ressources humaines. Mélina Lebarbier, vous êtes la directrice adjointe de la direction santé, environnement, travail, c'est-à-dire que chez vous, on a décloisonné ce qu'on vient d'entendre. Hein. Au sein de cette direction, l'impact de l'environnement général et l'impact des conditions de travail, ça n'a pas toujours été le cas. Hein. On a souvent traité ces deux champs séparément. Quand vous entendez Serge Volkov, j'imagine que cela vous parle, c'est-à-dire qu'il ne faut pas parler que de santé au travail, mais de santé publique en général, et que les deux sont intrinsèquement liés. Oui, absolument, et ça fait écho à des pistes d'action qui ont été proposées juste avant, notamment. Il a été proposé une piste d'action au niveau national pour avoir cette meilleure communication entre les politiques de prévention en santé publique, en santé environnement et en santé travail. Parce que le postulat de tout ce travail de prospective, enfin qui est presque une certitude, c'est que la population française vieillit, sauf événement majeur. On va tous, voilà, on va avoir une évolution de la démographie qui va vers ça, une diminution de la population active, et que donc ce maintien en emploi va être conditionné par l'état de santé de la population. Et c'est une problématique de santé-travail, mais on voit que la problématique du vieillissement de la population, de faire en sorte de limiter les fragilités, c'est une question de santé publique globalement. Et c'est vrai que ça m'a parlé, cette proposition de décloisonner santé-environnement, santé publique et santé-travail, parce que quand on regarde, ne serait-ce qu'en termes de chiffres, il y a une photo de l'état de santé de la population française aujourd'hui. Alors la France est au niveau européen bien placée en termes d'espérance de vie, mais dès qu'on regarde l'espérance de vie en bonne santé, alors en termes d'espérance de vie, on est à peu près dans les premières places. En espérance de vie en bonne santé, on est déjà à la 10e place. Et quand on regarde les maladies chroniques, c'est dans cette tranche d'âge des 40-65 ans, c'est un quart de la population française qui est hypertendue. En termes d'hypercholestérolémie, c'est 28% des femmes, 45% des hommes. Et on voit bien dans les 15 dernières années qu'on a une diminution de la bonne prise en charge de toutes ces pathologies chroniques. Donc je passerai, voilà, il n'y a pas besoin d'autres indicateurs en termes de diabète, etc. Mais on voit que sur cette question du maintien en emploi, on est aussi sur cette question du maintien en bonne santé, et qu'on a cette interdépendance qui a été soulignée ce matin, mais et c'est ce qui nous réunit aujourd'hui, il ne faut pas que cette interdépendance et ce décloisonnement se fassent non plus au détriment de la prévention des risques professionnels. C'est-à-dire que avoir cette préoccupation et de se dire qu'il faut une bonne articulation des actions de santé publique, il ne faut pas que ça se fasse au détriment des actions en termes d'impact des conditions de travail. Il y a un besoin de coordination.
parce que finalement tout se tient. Ces différentes briques qui vont se faire les unes avec les autres, doit avancer ensemble. On doit prendre ça en compte et on doit le regarder aussi, et c'est un autre facteur qui a été un peu évoqué, en ayant en tête les inégalités sociales et territoriales de santé qui vont avoir un impact aussi majeur en termes de santé publique. Si vous cherchez ça dans le document, c'est page 82, pistes d'action de niveau national, coordination des politiques de prévention de santé publique, santé environnementale et santé au travail. Docteur Baudeloc, est-ce que... Alors les entreprises, dans ce qui concerne la santé au travail, sont pertinentes. Est-ce qu'en termes de santé publique, elles sont aussi pertinentes ? Alors, je dirais ça commence. C'est vrai que ma collègue l'a dit, et aussi Monsieur Volkov, on voit que c'est très important de ne pas adresser uniquement la question des risques professionnels. On parle, et c'est bien dit dans le document, de prévention de l'usure professionnelle prématurée, et elle s'appuie, moi je dirais, même sur 3 jambes, notamment la 3e jambe, c'est la santé environnementale. Sur la partie santé publique, les entreprises sont de plus en plus demandeuses, parce qu'elles ont bien compris, je pense, qu'il n'y avait pas d'un côté la santé au travail et de l'autre côté la santé publique, et que si un travailleur était malade parce qu'il avait un cancer, parce qu'il avait un infarctus, eh bien, il y allait avoir un impact, bien sûr, en termes de performance, voilà, simplement aussi, même parfois, de compétences qui est perdue dans l'entreprise. Donc, il y a des demandes. Très concrètement, moi, ce que je peux vous dire, c'est que dans le service inter-entreprise dans lequel je travaille, on s'est engagé sur la partie santé publique de manière très intense. Et si on veut citer notamment l'exemple du cancer du sein, qui est un axe sur lequel on travaille, on a formé l'ensemble de nos infirmières par une sage-femme diplômée au fait de former les salariés qui viennent sur l'autopalpation. C'est-à-dire qu'on a des bustes en plastique qui sont disponibles et nos infirmières peuvent former sur cette autopalpation pour dépister plus précocement les cancers du sein. Et donc là, on voit que ça, c'est vraiment un champ qui est nouveau, puisque vous savez que les services de santé au travail étaient historiquement très centrés sur la santé au travail dans le sens de la prévention des risques professionnels. Et puis, depuis la loi de août 2021, il est inscrit dans le cadre réglementaire que les services de santé au travail peuvent s'appuyer aussi sur la santé publique. Donc c'est vrai que, en tout cas chez nous, on le fait de manière bien volontiers. Et ça rejoint ce qu'il disait d'ailleurs Monsieur Volkov sur le fait qu'on voit des gens qui reviennent effectivement maintenant après des cancers. Il y a 20 ans, si je reste sur l'exemple du cancer du sein, il y avait moins de femmes qui revenaient parce que les chirurgies étaient plus mutilantes, parce que voilà, les maladies étaient prises à des stades plus avancés. Le fait de faire de la prévention, le fait d'inclure la santé publique comme une jambe de la même manière que la prévention des risques professionnels, ça c'est quelque chose de très positif dans le maintien en emploi des travailleurs, des salariés, notamment des salariés seniors. Donc pour le dire très prosaïquement, si les conditions de travail s'améliorent, c'est bien, mais si je meurs prématurément d'un cancer du sein, la société n'aura rien gagné. Voilà, exactement, la société... Donc il faut traiter ces deux questions. Voilà, société et société avec un grand S. La 3e jambe, j'ai bien retenu, facteurs environnementaux. Oui. Pourquoi ? Alors pourquoi ? On voit que là aussi, la santé environnementale est un sujet peut-être encore un peu sous-adressé, mais il est bien noté dans le document, d'ailleurs, qui est effectivement un très bon document. Moi, je rejoins les avis qui ont été donnés. Pourquoi ? Je pense que ça a été bien symboliquement matérialisé, notamment quand on regarde le Conseil économique et social. Le nom a changé en Conseil économique et social et environnemental. Alors, c'est pas juste, à mon sens, pour la forme, mais c'est pour montrer que c'est très important. On assiste à une forme de dérèglement climatique et on voit qu'il peut y avoir un impact aussi là fort sur la santé, notamment des salariés seniors. Si je prends un exemple très concret aussi, le secteur du BTP, on sait que c'est un secteur qui est très masculin. On voit qu'il y a des travailleurs aussi seniors comme dans tous les secteurs et il y a potentiellement du coup des maladies cardiovasculaires dans ce secteur chez les travailleurs les plus seniors. Et on imagine bien que ces personnes-là vont pas pouvoir travailler tous les étés sous des canicules extrêmement importantes, puisqu'on sait que le risque cardiaque est très impacté par les canicules. Donc on voit là aussi les intrications. Et pour moi, c'est vraiment la 3e jambe. Encore une fois, si on adresse uniquement les risques professionnels, santé publique et pas la santé environnementale, on va passer à côté de quelque chose. Et en termes de prévention de l'usure professionnelle prématurée, c'est vraiment sur ces 3 jambes que doit s'appuyer le dispositif, à mon sens. Abderrafik Zegouch, il y a tout de même une catégorie de travailleurs qui passent un peu sous les radars. Ce sont les travailleurs intérimaires. Alors on l'a vu aussi avec les CDD, les travailleurs indépendants. En tout cas, en termes de traçabilité, on a un peu l'image d'Épinal d'une population intérimaire jeune. C'est vrai aujourd'hui, ce sera plus forcément vrai demain. C'est suivant le secteur d'activité où il y aura un peu plus de travailleurs jeunes. Ça peut être la logistique ou la restauration, le milieu aéroportuaire. Mais de manière générale, c'est plus dans la trentaine qu'on aura le plus grand nombre d'intérimaires. Mais
par rapport à ces questions de santé au travail, on a une vraie problématique de suivi de ces salariés, notamment en termes de traçabilité, désignation des risques auxquels ils sont exposés, mais aussi des problématiques futures. On parlait de santé publique et santé au travail. Il faut quand même rappeler que l'accès aux soins, le renoncement aux soins est quand même de plus en plus croissant. Notamment, ce qu'on constate actuellement, il y a une tendance à la fermeture des centres de santé publics, des CPAM, assurance maladie. Donc l'accès aux soins est de plus en réduit. Donc par rapport au développement de certaines pathologies ou d'affections de longue durée, il y a une détection beaucoup plus tardive. Et donc, de manière... le fait, c'est qu'on ne peut plus les soigner par moment. Donc, santé publique et santé au travail, oui, mais chacun dans son secteur, parce que dans l'entreprise, on ne peut pas faire porter la responsabilité de la santé publique et des carences qu'il peut y avoir dans le suivi à long terme de ces salariés qui renoncent, soit parce que c'est onéreux, soit parce que l'accès aux soins est de plus en plus difficile. Et quand je dis ça, c'est qu'on a la partie intérimaire, donc encore plus compliqué, puisque les difficultés liées au contrat de travail et à l'honorer ne permettent pas de s'absenter quand on est en contrat à durée indéterminée. Je dis ça parce que lorsqu'on voit la question du suivi ou tout ce qui est traçabilité des pathologies qui peuvent survenir pour ces salariés-là, notamment pour les contrats courts, et que ce soit court terme ou sur le long terme, c'est moi je tiens à le rappeler, c'est qu'on a un dispositif qui existe, c'est la visite quinquennale, tous les 5 ans, qui est très peu utilisé. Très peu utilisé. Ça permet de détecter les pathologies. Certes, au moins une partie d'entre elles. Et malheureusement, le dispositif, du fait de la fermeture de pas mal de centres d'accueil ou de centres de santé, comme je le disais, c'est que ça fait sortir ces salariés ou autres salariés ou travailleurs du dispositif de prévention santé publique et santé au travail. On a parlé du secteur sanitaire et de l'aide à la personne ce matin. Il y a quelques jours, on n'a pas pu passer à côté et passer ce documentaire sur Orpea. Là aussi, de grandes entreprises aujourd'hui n'appliquent pas la réglementation. Elle existe, tous les outils sont là. J'ai entendu tout à l'heure qu'on parlait de rails motorisés, sauf que on a... Comme je suis membre aussi du comité technique national I et qu'on avait mis le H et le I avaient mis en place une recommandation en 2012 c'est la R471. Qu'est-ce que c'est qui concerne les dispositifs d'aménagement de manière ergonomique pour prévenir les TMS, entre autres, dans les établissements pour personnes âgées. Et il se trouve que en 2019, 2020, 2021, on trouve encore des établissements qui se construisent sans rails. Et ça vaut pareil pour les hôpitaux, puisqu'elle concerne les hôpitaux. Donc, je veux bien, mais mettre 10 ans pour mettre en place des dispositifs qui étaient connus des branches professionnelles, là, ça pose question. Et après, nous, le scandale ne nous a pas étonnés, mais ce qu'on aurait pu voulu voir, c'est les dispositifs être mis en place et un focus sur les conditions de travail. Parce qu'il faut le rappeler, le sanitaire et social est celui le plus sinistré, bien plus haut que le secteur du BTP. Les chiffres, ils sont connus par l'assurance maladie. Et donc, il y a vraiment des moyens à mettre sur ce secteur-là, puisque pas en termes de, comme j'ai pu l'entendre, faire booster les aides financières, parce que les aides financières, il faudra tôt ou tard faire un bilan de l'impact réel des aides attribuées, notamment par les aides financières, puisque là on nous parle de 1 milliard dans le FIPU sans concertation avec les organisations concernées par le travail réel, c'est l'organisation de salariés, mais aussi par les allègements de cotisations, puisque quand on arrive à 80 milliards et on ne sait pas... C'est un des leviers, tout à fait. Ouais. C'est des leviers dont on ne sait pas, on ne connaît pas la portée ni en termes d'emploi, ni
En termes d'amélioration des conditions de travail, puisque c'est ce qu'on voit, hein, Ouais. c'est une détérioration. On va pas faire, si vous voulez bien, un débat sur cette question-là, parce que malheureusement, le temps nous est compté. Mais l'autre levier, c'est intéressant ce que vous dites, hein, l'autre levier, c'est le temps de travail, et on y reviendra, si vous voulez bien, tout à l'heure. Moi, je voudrais rester sur cette question de réglementation. Et je fais un petit tour de table, hein, c'est le premier. Erwan Poumerouli, en lisant bien attentivement le document, que je crois, dans un premier temps, vous avez trouvé... comme tous les autres, remarquable. C'est un document de très grande qualité et dont on a besoin, en fait. C'est vraiment quelque chose de nécessaire dans nos approches, dans notre branche comme dans d'autres. Oui, alors je rappelle que vous représentez la FNTR, qui est la Fédération nationale des transports routiers. Vous avez remarqué la question de la réglementation qui est prégnante. Et là aussi, vous dites oui, la réglementation, en tout cas les incitations existent, mais sur le terrain, ce n'est pas forcément encore cela aujourd'hui. Tout à fait. Alors, en réalité, c'est vrai qu'aujourd'hui, depuis plusieurs années, c'est vrai que sur l'un des points que je vais évoquer, il a été mis en exergue, malheureusement, par la crise sanitaire. Alors, 70% des personnels de la branche sont des personnels de conduite. Donc déjà, d'où une focalisation, évidemment, même si on n'oublie pas les personnels sédentaires, de nos travaux sur les personnels de conduite. Et c'est vrai que l'une des opérations, et ça a été dit tout à l'heure, l'une des opérations les plus sensibles qui est accidentogène et puis qui est liée vraiment à la qualité ou non d'ailleurs des conditions de travail, ce sont les opérations de chargement-déchargement. Et on s'est rendu compte de manière très prégnante lors de la crise sanitaire que beaucoup de conducteurs et de conductrices avaient été mal traités en deux mots chez les clients, avec le refus d'accès aux sanitaires, le blocage de la personne physiquement parlant dans son camion, la prise de clés, un certain nombre de choses qui en fait préexistaient à cette crise sanitaire, qu'on avait peut-être d'ailleurs sous-évaluées, hein, il faut reconnaître les choses, mais qui réellement sont très problématiques. On s'est aperçu qu'au niveau européen, en Espagne et au Portugal, des réflexions ont abouti là-dessus avec une réglementation pour interdire par principe la réalisation d'opérations de chargement-déchargement par les personnels de conduite avec un certain nombre de dérogations, par exemple pour le transport de matières dangereuses, en fonction ou le déménagement évidemment, pour des certaines typologies d'activités. Et une réflexion a été engagée en France avec donc à l'initiative des organisations syndicales de salariés que nous avons appuyées. Et à l'époque où Clément Beaune était ministre des Transports, il a initié un travail sur le sujet. Il y a eu 2 rapports, un rapport du ministère des Transports qui est actuellement publié sur leur site, et un second rapport dont on demande et redemande la publication, qui est le rapport de Pierre Garcia, qui est un ancien inspecteur du travail. Les 2 rapports n'étant pas, contrairement à ce que peuvent dire certains opposants à cette réglementation potentielle, n'étant pas opposés, ils n'ont pas le même cadre en fait. La lettre de mission de chaque rapport est différente. Donc, si je vous comprends bien, parce que j'en reviens à mon rapport, mon travail de prospective, qui évoque une réglementation, mais en fait, elle n'est pas obligatoire. C'est cela, cette réglementation, aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a bien une réglementation qui, je ne vais pas évidemment entrer dans des détails trop techniques, mais qui émane de ce qu'on appelle les contrats types. Concrètement, ça veut dire que quand vous n'avez pas de contrat commercial entre un transporteur et son client, vous avez une référence à des décrets qui datent d'une loi de 1982, qui sont remis à jour, et en fait qui comportent par voie réglementaire tout un ensemble de dispositions sur la responsabilité, qui fait quoi, l'arrimage, la vérification, les vérifications de sécurité avant le transport, etc. Et donc, si vous voulez, ces contrats types ne sont que supplétifs, c'est-à-dire qu'ils ne s'appliquent que lorsque le client n'a pas de contrat commercial avec le transporteur. Mais comme le rapport de force généralement commercial est quand même très déséquilibré, la branche est composée, comme beaucoup d'autres branches, mais vraiment à plus de 90% de TPE-PME, généralement il n'y a pas de contrat, il y a un contrat commercial qui est plutôt orienté client, et le transporteur n'y trouve pas réellement son compte, et du coup, eh bien ces dispositions, dont un article ou même 2 encadrent quand même le chargement-déchargement, en fait, elles ne se sont pas appliquées, ou elles sont appliquées différemment. Et nous considérons aujourd'hui que les 2 rapports dont je faisais l'état
en atteste. La réglementation, enfin, les pratiques terrain sont accidentogènes et engendrent une mauvaise qualité des conditions de travail, à minima sur ce point, mais qui est quand même fondamental. Parce que derrière, vous avez des TMS, vous avez des accidents et un manque d'attractivité derrière aussi. Serge Volkoff, j'en reviens à mon fil conducteur, qui est vos 3 grandes idées transversales que l'on retrouve. Quelle responsabilité, quand même. J'essaie de garder le fil. Hein. La seconde de ces grandes idées, c'est la question des hétérogénéités d'âge. Qu'est-ce que vous entendez par là? C'est-à-dire que dans les années qui viennent, nous serons plus amenés à travailler avec des gens jeunes, des gens plus âgés, des gens d'âge moyen, c'est ça? C'est dit dans le rapport et c'est même présenté comme souhaitable. Et moi, je reprends volontiers cette idée-là à mon compte. Aller vers le mot est pas facile à prononcer, hétérogénéisation. Alors, il y a quelque chose qui est très révélateur, c'est que dans les 5 scénarios sectoriels, peut-être les spectateurs n'ont pas eu le temps, mais regardez-les tranquillement, de regarder les graphiques de structure d'âge et de sexe dans le scénario noir et dans le scénario blanc. Et à chaque fois, dans le scénario blanc, il y a davantage d'hétérogénéité et entre âges, et entre hommes et femmes. C'est une bonne chose? Pardon? C'est une bonne chose? Je pense que oui. C'est-à-dire, la preuve d'ailleurs, c'est-à-dire que dans le scénario blanc, c'est ça qu'on retrouve. Alors, pourquoi c'est une bonne chose? C'est parce que, d'une part, ça signifie qu'il y a des moyens de travail qui permettent ça. C'est pas seulement une question de discrimination, dont la question a été un peu évoquée dans une partie des conclusions là, à l'instant. Mais c'est tout simplement une question je vais appeler ça déségrégation. C'est-à-dire aller de plus en plus vers des possibilités d'avoir des gens différents par leur âge, par leur sexe, mais aussi par leur état de santé. C'est ce qu'on disait juste avant à propos des pathologies de longue durée, etc. Qu'il y ait des moyens de travail qui permettent ça. C'est un peu à ça qu'on reconnaît le travail soutenable. C'est à ça qu'on reconnaît notamment un travail qui va permettre tout au long de la vie d'intégrer des gens extrêmement divers. Et l'autre intérêt, il est évoqué aussi dans le rapport, c'est que dans les collectifs de travail hétérogènes, il y a une autre manière de penser les transmissions de savoir et de redonner toute sa place aux acquis de l'expérience, notamment des gens qui ont l'expérience les plus longues, les parcours les plus anciens, etc., et qui trouvent leur place comme ça. C'est pas seulement des actions de tutorat comme il en est préconisé, c'est tout à fait intéressant, prédéterminées, préconstruites, toi t'es tuteur, etc., et voilà qui tu vas former, mais c'est une transmission des savoirs au quotidien beaucoup plus souple et qui gagne beaucoup à l'hétérogénéité. Juste un exemple, je le dirai en un mot, on a eu une étude là récemment qui ne relève d'aucun des secteurs qui sont examinés dans le rapport, c'est dans une administration publique, de la fonction publique d'État. On a interrogé les personnes sur est-ce que vous travaillez avec des gens du même âge qu'eux, plus âgés, plus jeunes, très divers, etc. Et qu'est-ce qu'ils préfèrent? La diversité des âges, en tout cas dans ce milieu-là, elle est absolument plébiscitée. C'est-à-dire que les gens tirent une opinion extrêmement positive du fait qu'ils travaillent avec des gens de tous les âges et d'une diversité d'expériences. Et c'est ça qui fait parfois le caractère très très vivant d'un milieu professionnel. C'est vrai que cette question d'hétérogénéité, moi je vais dire diversité, ce sera plus facile, d'âge, elle est abordée dans les services de ressources humaines, mais plutôt sur le côté égalité, équité, voilà. Et pas sur le côté richesse. Oui, alors, et puis sur le côté la déségrégation, encore une fois, j'utilise volontiers ce mot. Alors, il faut savoir qu'il existe, il est peu discuté, pourtant il mériterait d'être bien connu, un indice synthétique de ségrégation des métiers ou de mixité des métiers à l'échelle nationale, établi par l'INSEE et suivi régulièrement. Alors la bonne nouvelle est qu'il monte, cet indice, c'est-à-dire qu'il y a une mixisation des emplois, ou alors ce sont souvent les secteurs les plus mixtes qui progressent en effectif aussi. Bon, donc ça c'est plutôt tant mieux. On pourra avoir exactement le même indice sur les âges, puisque c'est le sujet d'aujourd'hui, et le suivre. Et même le suivre sectoriellement, c'est pas très compliqué à faire, c'est des petits calculs statistiques pas très compliqués, et le faire connaître et en discuter. Et c'est donc la perspective d'essayer de créer les conditions pour une plus grande diversité des personnes qui se côtoient dans les milieux de travail. Cette idée de diversité d'âge, Mélina El-Barbier, elle vous a marqué aussi. Vous l'avez remarqué que plusieurs fois dans le document, l'on parlait, alors peut-être pas de la même façon que Serge Volkoff, de cette cohabitation entre différentes tranches d'âge dans une même entreprise. Oui, alors c'est vrai que moi je trouve ça très intéressant parce que finalement cette hétérogénéité d'âge, ça traduit qu'on a réussi à avoir ces différentes classes d'âge, ces différents types de personnes toujours au travail et actives.
ce qui m'a... Et en fait, cette question-là de la classe d'âge, elle m'a interrogée quand on mettait en perspective finalement la démographie en rapport avec le besoin et les nouveaux outils technologiques. C'est-à-dire que on avait abordé cette question des nouvelles technologies, enfin ça a souvent été abordé comme un outil de prévention et des nouveaux moyens de préserver la santé des populations qui vont avancer en âge. Et ce qui m'avait interrogée, voilà, c'est pour ça que c'est très intéressant d'entendre Serge Volkoff, c'était de se dire, mais on va avoir ce collectif du travail qui va être très hétérogène, ils vont avoir un rapport différent au travail, et ce rapport à la technologie qu'on voit comme un outil de protection, on peut aussi s'interroger différemment en se disant, ces nouveaux outils qu'on met sur la table comme des outils de protection, ce collectif de travail, ils vont avoir des rapports différents à cette technologie. C'est-à-dire que on parle de baby boomers, je ne sais pas si ils seront toujours au travail dans quelques années, mais on aura la génération X, Z, les millennials. Et donc, ce rapport à la technologie sera à la fois protecteur, mais on aura collectivement, en fonction de notre âge, un rapport différent à la technologie, une défiance différente, un besoin différent. Et c'est sous cet angle-là que ça m'avait interrogée. Alors l'INRS a animé une réflexion collective, je crois que c'était il y a 2 ou 3 ans, visant à explorer comment des systèmes mobilisant de l'IA peuvent être utilisés pour améliorer la santé et la sécurité au travail à horizon 2035. La brochure et la captation sont disponibles sur le site de l'INRS. Je crois que vous vous êtes intéressé. Alors, vous avez regardé cette journée-là. Ça m'avait intéressé, mais parce que ce qui m'avait intéressé, c'était de mettre en perspective le travail. Ça a été souligné plusieurs fois, l'importance de ce travail de prospective qu'il a. La porte d'entrée, c'est les évolutions démographiques. Les précédents travaux, c'était le travail en 2040. Ce type de travaux prospectifs, ça nous oblige à nous interroger, à nous projeter un peu. Et la mise en perspective de ces 2 travaux-là, ça fait écho à des travaux de prospective aussi qui ont été faits par des équipes finlandaises, et ça me paraissait important de les mettre en perspective. La prospective aujourd'hui dont on discute, les précédents travaux de prospective qui ont été faits, parce que finalement en Finlande ils identifient, alors eux ils présentent sous 4 facteurs: la démographie dont on parle aujourd'hui, la mondialisation, le changement climatique et les technologies. Et finalement, c'est cette articulation de ces 4 facteurs-là, démographie et mondialisation, on en a parlé avec la question de la migration. La question de la démographie, elle n'est pas que franco-française, il y a déjà plusieurs pays qui sont confrontés à cette question de la diminution de la population active et au vieillissement de la population. Changement climatique, on en a parlé, on voit bien le lien avec mondialisation et démographie, et la question de la technologie. Et c'est en ça que ça m'avait fait penser à l'intérêt de mettre les travaux en perspective. Docteur Baudeloc, efficience santé au travail, vous co-dirigez ou vous dirigez la thèse d'une jeune interne qui porte sur le machine learning et les maladies professionnelles. L'IA, maladies professionnelles. Et maladies professionnelles. Donc ces questions-là sont importantes. Oui, c'est important, et moi je pense que l'IA, alors ça a été aussi dit quand même dans le document, mais peut-être pas assez souligné, est un vrai game changer. On s'aperçoit, alors comme c'est une technologie émergente, c'est vrai que c'est difficile aussi de se projeter à 25 ans sur une technologie qui actuellement est quand même relativement émergente, mais notamment dans le secteur de la santé, on perçoit bien les transformations que ça va pouvoir avoir. Je pense notamment à trois aspects. Le premier, c'est l'aide, en tout cas administrative, aux médecins, qui va permettre de libérer du temps, pour le coup, pour être plus avec le malade. Et en fait, il existe déjà des logiciels d'IA qui, dans les hôpitaux, vont aider le médecin sur la codification, la tarification de l'activité. Parce que vous savez qu'il y a une tarification en fonction des actes qui sont faits, et il y a des logiciels d'IA en fait qui vont aller prendre directement dans le dossier médical du patient ce qui a été fait pour l'amener sur la partie codage. Donc ça va libérer du temps pour le médecin. Sur la partie précision du diagnostic, donc là je ne fais pas d'exemple, tout le monde voit bien en imagerie médicale ou dans d'autres choses à quel point ça peut être très positif d'avoir des logiciels d'IA. Et puis sur la coordination des parcours, je pense que là aussi, il va y avoir des aides pour pouvoir améliorer la coordination des parcours entre les différents intervenants. On voit que ça va vraiment être important parce que était citée aussi la question de la santé mentale, beaucoup dans le rapport. Bien évidemment, quand on parle de santé, il y a la santé physique et la santé mentale.
Et pour revenir sur ce que disait monsieur, c'est vrai qu'actuellement, le système de prise en charge de santé mentale en France est relativement embouteillé. C'est assez difficile d'avoir des rendez-vous dans des délais corrects. Le délai en Ile-de-France, c'est combien? Le délai en Ile-de-France, en moyen, à ma connaissance, en CMP, c'est 18 mois pour avoir un premier rendez-vous. Donc c'est vrai que... On a le temps d'aller mieux. Voilà. Il faut... Voilà. C'est compliqué, pour être clair. Tout le monde le perçoit bien. Donc ça, on espère tous, et nous, chez Efficience aussi, bien sûr, que ça va être quelque chose qui va aider positivement dans cette problématique, en tout cas de maintien en emploi, même s'il y a probablement aussi des effets de bord à maîtriser. Alors on y reviendra parce que je pense que c'est important cet aspect santé mentale. Mais pour rester sur les techniques, les technologies, on a beaucoup parlé ce matin, vous l'avez peut-être entendu, des exosquelettes. Alors c'est vrai que ça a longtemps d'ailleurs été présenté comme une solution de maintien au travail. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors qu'est-ce que vous avez lu? Alors qu'est-ce que j'ai lu et puis qu'est-ce que je vois sur le terrain? Alors c'était dit comme aussi ce matin. C'est vrai que faut pas penser tout exosquelette bien sûr pour limiter la pénibilité physique au travail. Nous ce qu'on voit quand même, ça fait 5-10 ans maintenant que les exosquelettes se déploient quand même de manière assez importante dans les entreprises. Force est de constater qu'on n'a pas forcément diminué le nombre de TMS de manière extrêmement drastique, donc ça peut être une aide sur certains postes très particuliers. Je pense notamment à des postes de maintenance dans le ferroviaire où les gens sont dans une fosse et il faut vraiment toute la journée garder les bras au-dessus de l'horizontale. Donc là, il peut y avoir une aide, mais attention, et ça a bien été dit aussi, ce sont des dispositifs qui vont reporter la contrainte physique, biomécanique sur une autre partie du corps. Donc c'est malheureusement pas une solution miraculeuse. Il faut encore en attendre, à mon sens, plutôt quelque chose de l'ordre du confort que de l'amélioration de la santé à long terme. Et en tout cas, c'est probablement pas un dispositif unique de prévention de l'usure professionnelle. Erwan Poumerouli, les nouvelles technologies, les choses nouvelles qui arrivent dans les camions. Vous m'avez appris par exemple qu'il y avait des caméras maintenant dans certains camions. Pourquoi? C'est très intéressant ce sujet parce qu'effectivement, il émerge, il est pérenne. Personne n'imagine que les technologies ne vont pas continuer à se diversifier et à être de plus en plus fines. Effectivement, un certain nombre aujourd'hui dans notre branche. Nous avons un débat avec les partenaires sociaux sur l'installation de caméras et de technologies embarquées, y compris sur les questions de santé et de santé mentale, parce que il y a une vraie discussion sur finalement la perte d'attention par le conducteur en raison dans le véhicule de la multiplication finalement d'utilisation de technologies de manière un peu simultanée. La question des caméras, elle est un petit peu elle-même encore spécifique parce que évidemment, il ne s'agit absolument pas de filmer de manière continue les personnels de conduite 24 heures sur 24. Et là, nous avons aussi une difficulté qui va au-delà de la technologie dans les rapports aux donneurs d'ordre finalement, puisque en fait, ce sujet est arrivé sur la table paritaire, si j'ose dire, parce que des donneurs d'ordre, on va dire, extrêmement importants, avaient décidé de prendre des mesures un petit peu brutales pour obliger leurs sous-traitants, en l'espèce des entreprises de transport, à installer des caméras dans les véhicules. Donc aujourd'hui, on travaille sur ce sujet paritairement, mais aussi avec l'ANACT, parce que effectivement le sujet est arrivé dans la CNT, le Comité technique national de transport, on va également travailler dans le cadre de la convention de partenariat sur la prévention du risque routier professionnel qui a été signée avec l'État en 2023, et donc je pense qu'il y aura un groupe de travail qui va spécifiquement être engagé sur la technologie des caméras, mais globalement les technologies, notamment sur la perte d'attention et la somnolence au volant. Serge Volkoff, on en arrive à la troisième grande idée, et qui vous est très chère. C'est un leitmotiv pour vous. C'est ce travail qui se veut rapide, urgent, rationalisé, à l'extrême, efficace et rentable. Voilà, je le résume comme ça. Vous avez mené un travail et publié un livre avec Corinne Godard en 2022 qui s'appelle Le travail pressé. Cette intensification, cette tendance à l'intensification, vous l'avez relevé dans le rapport? Oui, bien sûr, c'est dit. Ce que disait Mme Barbier à l'instant m'y a fait repenser parce que c'est intéressant de regarder les prospectives précédentes, les prospectives d'il y a longtemps, et de les examiner au vu de ce qui se passe aujourd'hui. Or, en 1995, il y a eu un travail sous l'égide du commissariat au plan à l'époque, qui s'appelait le travail dans 20 ans. Bon, on est 30 ans plus tard.
dont c'était quand même l'idée principale, c'est qu'on allait travailler de plus en plus en temps réel, avec un impératif de réactivité et d'essayer de comprendre les effets que ça pouvait avoir. Et une bonne partie des transformations technologiques dont on parle dans le rapport, dont on vient de parler à l'instant, ont été pensées dans ce cadre-là. Dégager du temps et rendre plus immédiat la capacité de réagir à des événements extérieurs, etc., grâce à l'informatique embarquée, grâce aux convoyeurs dans l'industrie, grâce au code barre dans les magasins, dans la grande distribution, etc. Eh bien, le bilan, il est forcément contrasté de ces affaires-là. Donc, c'est vrai pour les technologies, mais c'est vrai aussi pour les reconversions et formations, enfin, tout ce qui est comme ça, éléments mouvants dans l'organisation du travail, dans l'organisation des techniques, etc., il y a au cœur de la croisée des chemins principales, du moins c'est ce qu'on défend dans le bouquin, et je crois que ça fait un peu consensus, c'est des affaires d'usage des temps dans le travail. Donc attention à ne pas perdre la main, c'est cela. Attention à ne pas mettre les gens dans un enchevêtrement de contraintes de temps pour choisir leurs gestes, leurs réflexions, leurs décisions, leurs anticipations, leurs vérifications, les transmissions des savoirs dont je parlais tout à l'heure, qui deviendraient de plus en plus contingentés par ces systèmes de formation un peu hâtive, de nouveaux équipements pensés un peu trop vite, pas assez anticipés, pas assez concertés, etc. Alors, je suis pas du tout en train de les dénigrer, toutes ces initiatives-là. Au contraire, quand on les aménage dans des conditions telles on les voit venir, on a pu en discuter, on a pu se construire un savoir collectif autour, on progresse très certainement, et une partie des scénarios blancs, heureux, défendus dans le rapport, tiennent à ça. Donc, je pense qu'il y a une vraie croisée des chemins là-dessus. Donc la question est-ce que le système de travail va être pensé pour que le salarié reprenne la main? Dans une certaine mesure, c'est ça. Alors, c'est en partie déjà ça. C'est-à-dire que il y a des bonnes nouvelles, même dans la situation actuelle. C'est dit dans le rapport. Enfin, il y a un certain nombre de secteurs d'entreprises, de services, d'ateliers où cette espèce d'effort de valoriser ce qu'on appelle dans le bouquin que vous avez cité les temps qui comptent, les temps de transmission de savoir, les temps d'élaboration d'un collectif un peu cohérent, les temps de création, d'innovation, d'essai, etc., que ces temps-là soient préservés. D'ailleurs, j'étais en train de rechercher mes petites notes, mais le dernier chapitre de votre livre est consacré aux salariés âgés. Aux salariés âgés, pour qui c'est un enjeu majeur. Pourquoi ? Parce qu'ils ont toute l'expérience derrière. Et donc, si on les prive de marge de manœuvre sur le temps, ils ne peuvent pas combiner ce qu'ils font avec ce qu'ils avaient fait auparavant. Abderrafik Zegouche, cette question du temps de travail et des temps de travail, elle est importante pour vous? Oui, dans le document qui nous est présenté, il est très peu question de la réduction du temps de travail, éventuellement des retraites progressives, et je rebondis sur cette transmission parce que c'est un peu toute ma vie. J'ai commencé comme manœuvre dans le bâtiment et j'ai fini chef de chantier. Mais pourquoi j'ai pu faire ça? C'est parce que j'ai eu ces périodes de transmission avec les plus anciens qui étaient là, même en tant qu'intérimaire, et ça m'a permis d'avancer dans mes connaissances professionnelles et compétences. En même temps que j'étais étudiant, donc je me retrouve un peu dans le document parce que je faisais étudiant et ouvrier en bâtiment en même temps. C'était beaucoup plus facile par rapport aux contraintes de temps. Mais cette question du temps de travail, elle doit être soulevée. Parce que au lieu d'arriver à des licenciements pour inaptitude, alors qu'on a des salariés qui ont une maîtrise de leur métier et un savoir-faire qu'ils peuvent transmettre, l'aménagement du temps de travail, soit par une réduction du temps de travail, soit par une retraite progressive, ça permettrait d'éviter, avec les projections qu'on a par rapport aux documents, moi j'ai refait le calcul, si on multiplie par 2,5 les 3 prochaines décennies, on arrive à 1,5 million de licenciés pour inaptitude, par rapport au petit tableau qu'on a. Donc autant faire ces départs de manière progressive, avec cette question d'aménagement du temps de travail, de transmission aussi, ce qu'on appelle nous le tuilage, ou de transmission des savoir-faire. Et il y a des nombreuses expériences, que ce soit dans le bâtiment, dans le scénique, comme on est sur un plateau, dans le scénique, j'ai énormément appris, ne serait-ce que comment on déplace un moteur d'1 tonne à 2. C'est juste comment savoir utiliser l'effet de levier sans se faire mal.
Et ça, c'est des techniques que les anciens maîtrisent parfaitement et qui compèrent. Alors, on veut agir par force. Et je me retrouve un peu dans ce qui vient d'être dit, c'est la question du travail réel. Et savoir le maîtriser, c'est aussi savoir s'éviter de mauvaises conditions de travail. Et ça a son importance. Parce que si on perd les connaissances, les petites ficelles du métier, peu importe, hein, même chez les chauffeurs routiers, souvent on m'a sollicité, même si c'est pas vraiment mon secteur, sur la question du déchargement, comment on le fait, etc. J'ai encore mon neveu, il me pose des questions, alors qu'il est chauffeur routier, il me pose des questions sur comment il devrait faire, comment discuter avec l'entreprise chez qui il va livrer. C'est une question de transmission. Et là, ça a son importance et ça peut s'être résolu par justement cette possibilité de réduction du temps de travail, puisque l'hypothèse n'est pas clairement explicitée dans le document. C'est un des aspects que j'ai soulevé dans ce rapport. Erwan Poumrouli, dans votre secteur du transport, il y a depuis longtemps, depuis 1996, un dispositif qui s'appelle le CFA, le congé fin d'activité, alors qui est, non, on va pas refaire l'histoire, mais du dernier grand mouvement social des routiers au siècle dernier. Alors, on pourrait nous expliquer en quelques mots ce qu'est ce CFA, mais ce que je voudrais vous entendre dire, c'est que aujourd'hui, il n'y a pas de logique de prévention, c'est une logique de réparation, et que peut-être qu'il faudrait ou que l'on pourrait aller dans les années qui viennent sur une réflexion de prévention. C'est ce qui est dit d'ailleurs dans le document. En fait, effectivement, la branche a développé très précocement dans les années 60-70 plusieurs dispositifs sur l'inaptitude à la conduite, l'invalidité d'essai et d'autres dispositifs encore conventionnels de réparation, sans développer, sans analyser véritablement en profondeur les aspects prévention. Alors depuis 2016, on commence à quand même faire évoluer les dispositifs de manière assez concrète, mais néanmoins, parmi les dispositifs de réparation, le congé de fin d'activité reste évidemment le dispositif majeur de la branche. Aujourd'hui, ce dispositif ne doit pas évidemment être supprimé. Il ne s'agit pas de supprimer la réparation, mais il faudrait le repenser. Et c'est ce qu'on souhaite faire avec les partenaires sociaux en dispositif de prévention-réparation. C'est un dispositif concrètement, sans entrer dans les détails évidemment, mais qui permet à certains, pas tous, personnels de conduite, de manière simplifiée, les conducteurs poids lourds, le transport léger n'est pas concerné par ce dispositif, de cesser leur activité, donc sans pouvoir d'ailleurs en reprendre une autre, 5 ans avant l'âge légal de départ à retraite, et de toucher une allocation qui correspond à un pourcentage de leurs revenus. Alors il y a plusieurs tranches, et comme il y a plusieurs tranches de départ, je n'entre pas dans les détails, mais ce dispositif, évidemment, on l'a rediscuté très récemment puisqu'il y avait la réforme des retraites, et que ce dispositif est financé par les salariés, par les entreprises, mais aussi par l'État. Donc concrètement à 50% salariés entreprises et 50% État. Donc ce dispositif a vocation, alors il a été pérennisé jusqu'en 2030, mais au-delà du fait que ce soit pas forcément très sain de passer notre temps depuis une quinzaine d'années à conclure des accords uniquement pour le préserver parce qu'il est déficitaire structurellement, en fait, il faut repenser la logique, et c'est ce qu'on a commencé, même si c'est compliqué parce qu'il y a plusieurs acteurs, et l'acteur public actuellement connaît quelques petites vicissitudes qui rendent compliqué d'avoir un peu de visibilité, mais je sais pas de quoi vous voulez parler. Mais il est évident qu'il faut le repenser, et la logique, c'est vraiment non pas de faire disparaître les aspects réparation, mais de développer véritablement la prévention, y compris pour les personnels sédentaires et pas seulement d'ailleurs pour les personnels de conduite. Et de penser les questions, je raccroche mes wagons à la question des temps de travail et du temps de travail. Tout à fait. Alors, la question du temps de travail, il faut reconnaître que dans le transport routier, elle est extrêmement complexe, y compris juridiquement, parce que vous avez la notion de temps de service qui n'existe qu'en France, qui n'existe pas en Europe. Les directives européennes sont tellement appliquées en France. Quand l'État souhaite qu'elles soient appliquées, elles sont appliquées. Quand l'État souhaite qu'elles ne le soient pas, elles ne le sont pas. Et les dispositifs conventionnels des années 90 sont extrêmement complexes. Et effectivement, en fait, il faudrait tout repenser. Aujourd'hui, il faudrait tout repenser, mais pour ça, il faut beaucoup de temps. Alors,
en l'état actuel des choses, il n'y a pas de négociation de branche destinée à repenser la durée du travail global. Mais c'est ce qu'il faudrait faire très, très clairement. Docteur Baudeloc, cette question des temps de travail et du temps de travail, elle est liée aussi à la question de l'épuisement professionnel, du burn-out, et on en revient à ce que vous disiez tout à l'heure sur la santé mentale, qui est une donnée qu'il faut prendre en compte. Oui, c'est vrai que sur le terrain, on en parlait pour préparer cette émission, nous on constate quand même un certain nombre de personnes qui sont en épuisement professionnel du fait de leur santé mentale. Donc c'est vraiment fondamental d'axer là-dessus les politiques de prévention. Je pense qu'il y a des publics notamment qui sont plus à risque. Et notamment, on s'aperçoit qu'on a un public qui est les femmes autour de à peu près 45 ans, qui vient en fait avoir à la fois, pour certaines d'entre elles, des enfants à gérer. Donc la question de la parentalité, ça a été aussi bien évoqué dans le document, mais aussi qui peuvent être déjà parfois dès 45 ans, autour de 45 ans, aidants familiales. Et donc, vous vous retrouvez dans des situations de personnes qui sont en situation d'emploi, qui ont les enfants à gérer et qui ont des aidants et qui ont des parents parfois malades. Et sur ces populations-là, qui sont dans une situation vraiment complexe, on le comprend, c'est important d'avoir une attention particulière sur l'ensemble des dispositifs. Et nous, on l'a sur notamment les visites médicales. On essaie d'interroger les salariés, non pas seulement sur leurs conditions de travail uniquement, mais d'avoir une vision plus globale. Et on a vu là autour de cette table depuis ce matin qu'il fallait avoir une vision globale de tous ces sujets. Mais on les interroge donc sur la parentalité et aussi sur le fait qu'ils soient ou pas aidants familiales. Serge Volkoff, je vais vous donner le mot de la fin si vous le voulez bien. D'ailleurs, vous n'avez pas le choix. Sur ce document-là, qu'est-ce que vous souhaitez pour ce travail de prospective, qu'il soit lu dans toutes les entreprises, à tous les niveaux ? Le document lui-même, oui, enfin, je crois qu'on peut prendre tous nos avis, on peut y compris dire qu'il est vraiment lisible. Oui. C'est pas inutile de le rappeler. Il fait 90 pages, mais enfin, il est vraiment, et par sa structuration, par la manière dont il est écrit, franchement, n'hésitez pas, vous qui suivez tout ce qui s'est dit depuis ce matin, n'hésitez pas à vous y plonger. Alors, je sais qu'il y a un projet d'article dans Référence en santé au travail, donc dans la revue de l'INRS, je crois. Donc c'est une autre manière d'y accéder. Et puis, on peut visionner donc sans doute les débats qu'on a eus depuis ce matin. Et oui, je trouve que ça vaut vraiment la peine que ça alimente. Ça vient des discussions qui parfois existent, hein, des concertations sociales, des réflexions scientifiques aussi, qui existent déjà. Et ça vient à point nommé. Et si j'ai la responsabilité de conclure, moi, je voudrais utiliser un adjectif dont je suis pas sûr qu'il soit présent dans le rapport, ou alors peu, mais c'est pas un reproche, c'est la question de la soutenabilité et du travail soutenable. Et je crois que c'est un peu un rapport qui va dans le sens d'avoir une réflexion anticipatrice sur la soutenabilité du travail, soutenabilité sous tous ses angles, c'est-à-dire pas d'atteinte à la santé, voilà, pas d'atteinte ni immédiate ni durable à la santé, la prise en compte de la diversité des individus, ce qu'on évoquait tout à l'heure, et puis la possibilité de la construire, sa santé, tout au long de la vie professionnelle. C'est-à-dire de se doter de ressources, voilà, ce thème du Sustainable Work System, ça vient d'un réseau de chercheurs et syndicalistes suédois il y a une vingtaine d'années, ça s'est diffusé pas mal depuis, et je crois que c'est la tonalité, il me semble, des scénarios blancs, des scénarios heureux du rapport, c'est celle-là. C'est celle de la soutenabilité, et tant mieux si on peut essayer d'avancer dans ça. Je renvoie à votre travail qui était, il me semble-t-il, un rapport de la Commission européenne en 2015, il y a 10 ans. On avait fait, oui, mais alors là, on est nombreux à avoir écrit sur la soutenabilité. N'hésitez pas, vous lisez le mot travail soutenable, soutenabilité, vous trouverez des tas de réflexions et d'écrits tout à fait importants et intéressants. Oui. Grand merci à vous, Serge Volkoff. Merci beaucoup à Erwan Poumrouli de la FNTR, à Abderrafik Zegouche de vous être prêté au jeu de la discussion. Merci à Mélina Lebarbier et merci au docteur Hervé Baudeloc.